Sur la première, 7h38, ils étaient 180 000 en 2016, 180 000 migrants en provenance d'Afrique à avoir traversé la Méditerranée à leurs risques et périls. Et ce phénomène est bien loin de se tarir pour ce seul début d'année 2017. Et rien que pour l'Italie, on vient de le dire, le chiffre de 50 000 migrants est déjà dépassé avec, terrible constat, une traversée qui était fatale à plus de 1700 d'entre eux. Voilà pour les chiffres, mais les chiffres qu'il est toujours important de donner. Voilà pour ce macabre inventaire qui n'empêche pas certains milieux de la droite extrême d'accuser les ONG opérant en Méditerranée de provoquer un appel d'air en venant au secours de ces migrants. Et pire encore, certains extrémistes se sont lancés dans la récolte de fonds afin de financer le sabotage d'opérations de sauvetage en mer, des démarches qui ont sans doute inquiètent beaucoup notre invité. Bonjour Vincent Cochetel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans notre studio de Genève. Vous êtes le directeur Europe du Haut Commissariat aux réfugiés. On entendait votre portrait par Jacques Alamand il y a quelques minutes. On parlait de cynisme des États. Il y a aussi du cynisme évidemment de la part de certains milieux qui estiment que les ONG provoquent un appel d'air en venant au secours de migrants. Comment vous prenez ce genre de commentaires, ce genre d'attitude ? Nous, on croit que c'est un faux débat. Les ONG sont très près des eaux territoriales libyennes ou dans les eaux territoriales libyennes, là où était la marine italienne pendant l'opération Mare Nostrum. Quand la marine italienne s'est retirée, les ONG ont comblé un petit peu ce vide et sauvent des vies en Méditerranée tous les jours. Alors s'il n'y a pas les ONG, il y aura un petit peu plus de drames en mer. Les États ne veulent pas prendre ces responsabilités près des eaux territoriales libyennes. Donc je crois que c'est un faux débat. Le vrai problème, c'est d'abord, il ne peut pas y avoir qu'un lieu de débarquement qui est à l'heure actuelle l'Italie. C'est pas tenable. Il faut des réformes très sérieuses en Italie sur tous les plans, mais il faudrait aussi un mécanisme régional de débarquement. Ou d'autres en France. C'est un peu plus loin évidemment des côtes africaines. On pourrait les imaginer où ces lieux ? On peut imaginer en Afrique du Nord et dans d'autres pays méditerranéens de l'Europe avoir un mécanisme solidaire où on pourrait dissocier la responsabilité du débarquement de la responsabilité de trouver des solutions. Mais ça, c'est un volet du problème. L'autre volet, c'est quand on accuse les ONG de complicité avec les trafiquants, je crois que les États européens feraient bien de s'attaquer un petit peu plus au problème du trafic et d'en parler un petit peu moins. On leur a proposé 3 pistes de travail. Vous verrez, les conclusions du Conseil européen demain sont très timides sur la question. La première chose, c'est d'où viennent les dinghies. Ces petits radeaux, ces petits canots pneumatiques. Ouais. Voilà, et les moteurs qui sont derrière. On sait que l'ensemble de la production vient de Chine, transite par un pays de l'Union européenne pour aller en Libye. Il y a du commerce qui se fait comme ça ? Non, mais je veux dire, il y a des mafias, utilisons ce terme, qui se font de l'argent en vendant ces dinghies à des passeurs. C'est des gens qui ont pignon sur rue dans certains pays d'Europe ? Tout à fait. Il y a un importateur dans un pays de l'Union européenne qui fait transiter la marchandise par ce pays de l'Union européenne. Vous ne voulez pas dire de quel pays il s'agit, Vincent Cochetel ? Non, c'est dans le domaine public. Wikileaks a révélé un rapport de la mission militaire de l'Union européenne, NAFOR, dans la Méditerranée. C'était en janvier 2016. Aucune action n'a été prise. On considère qu'on ne peut pas exporter d'armes vers la Libye, mais c'est très bien d'exporter des dinghies. Mais rappelez-nous quel est ce pays, puisque c'est public. Pardonnez-moi d'insister, moi je n'ai pas cette information, je n'ai pas lu le rapport de Wikileaks. Non, pour l'instant c'est Malte. C'est ce pays transite par le port libre de Malte. Donc ça c'est un problème. On a un deuxième problème qui est le fait que un certain nombre de pays de l'Union européenne et d'autres pays européens qui sont en dehors de l'Union européenne achètent du pétrole illégalement, du pétrole raffiné illégalement, des 3 communautés en Libye à l'ouest de Tripoli, qui sont les communautés qui soutiennent les trafiquants et qui leur permettent d'autoriser les départs des plages. Donc la main gauche ne sait pas ce que la main droite fait. On est en train de renforcer la capacité financière de ces communautés en achetant du pétrole illégalement d'eux. Là, il faut être cohérent. La mission du NAFOR doit intercepter les tankers qui vendent du pétrole, qui vont chercher du pétrole illégalement auprès de ces communautés. Et puis, il y a un certain nombre de trafiquants qui ont pignon sur rue, qui ont leur page Facebook, qui ont des propriétés en Europe
et ailleurs, et il n'y a pas véritablement de coopération internationale pour arrêter ces gens. Et nous, on aimerait qu'au niveau du comité des sanctions, tant de l'Union européenne que des Nations unies, que ces individus soient nommés et que leurs biens et propriétés soient saisis. C'est des criminels et ils doivent être traités comme tels. Est-ce que bon, alors c'est très important, est-ce que c'est pas une goutte d'eau dans la Méditerranée d'arrêter ces gens-là? Est-ce qu'il ne faut pas, vous attendiez, ou la réponse du Conseil de l'Europe, avez-vous dit, sortira ces prochains jours ou demain, et vous êtes très déçu par la timidité, voire plus de cette réponse? Vous êtes déçu par l'attitude européenne, Vincent Cochetel? Oui, le Conseil européen, les États ne font pas assez, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup, il faut casser le modèle, le business model des trafiquants. On entend cette phrase-là tous les jours sur toutes les radios européennes. Très bien, mais comment on le fait? Il faut s'attaquer, il faut suivre l'argent, comme si c'était de la drogue, comme si c'était des armes. C'est aussi dangereux. Il y a des gens qui meurent tous les jours et il faut s'attaquer au problème. Donc c'est un bon travail de police et de la coopération transfrontalière sur ces questions-là. Et on a l'impression qu'il y a un très grand décalage entre le discours public et en fait ce qui ne se fait pas sur le terrain. Comment vous l'expliquez ce décalage? C'est pas que du cynisme, il y a un intérêt probablement. C'est quoi? Un intérêt géopolitique, un intérêt économique? Comment vous l'expliquez? Bon, quand il s'agit de l'achat de pétrole illégal, là il y a des intérêts économiques. Oui, ça, quand clair, il s'agit d'aller s'attaquer au problème des trafiquants en Libye, c'est difficile parce qu'on a affaire à un État qui n'est pas totalement un État, qui ne contrôle pas l'ensemble de son territoire, donc des institutions qui sont à créer en Libye. On ne peut pas parler de système de justice à l'heure actuelle en Libye, donc c'est assez difficile de demander aux Libyens d'arrêter tous ces trafics et d'aller chercher ces gens qui sont protégés par des milices puissantes en Libye qui contrôlent une partie du territoire libyen. Mais quand on sait que ces trafiquants quittent le pays, voyagent, ont des passeports et ont des biens à l'étranger, on a des organisations, on a Interpol, il faudrait des mandats d'arrêt contre ces gens-là, il faudrait peut-être que la Cour pénale internationale s'y intéresse. C'est des gens qui sont impliqués dans des violations des droits humains, parce que on voit la partie des gens qui meurent en mer, en Méditerranée centrale, il y a beaucoup de gens qui meurent dans le désert, il y a des gens qui meurent dans les eaux libyennes, qui sont contrôlés par ces milices. C'est des situations très graves auxquelles les États doivent s'attaquer avec un petit peu plus de sérieux. Et ces gens-là qui font du business là-dessus, ces passeurs, ces gens de milices libyennes dont vous nous parlez, on connaît leurs identités? Il est possible de mettre la main dessus? Oui, certains publient sur leur page Facebook les services qu'ils proposent, donc on sait où se trouvent, on sait où ils habitent. Donc pour un certain nombre de ces personnes, ils sont connus, ils ont pignon sur rue, ils savent que là où ils sont, c'est difficile d'aller les chercher, mais il faut tout faire pour essayer de détruire une partie de ce commerce. On ne l'arrêtera jamais totalement. C'est des réseaux très puissants qui partent du Nigeria, qui partent de l'Éthiopie et d'ailleurs, et qui favorisent les mouvements vers la Libye et vers la Méditerranée centrale. Mais il faut rendre ce trafic le plus difficile possible. Ces récoltes de fonds de certains milieux de la droite extrême pour financer le sabotage d'opérations de sauvetage en mer, évidemment, j'imagine que ça vous inquiète. Est-ce que c'est crédible? Je ne sais pas si c'est crédible ou pas, c'est un petit peu alarmant. Je veux dire, les ONG en Méditerranée centrale sont là-bas pas pour faire de la politique, elles sont là-bas pour sauver des vies. Il faut trouver des solutions politiques en Libye, il faut trouver des solutions politiques dans les pays voisins qui facilitent le mouvement vers la Libye, qui n'ont pas toujours le moyen de contrôler leurs frontières aussi. Donc c'est les pays qui ont besoin d'un peu plus d'assistance, il faut les aider. C'est pas aller s'attaquer aux ONG qui sauvent des gens en mer. 40% des sauvetages en mer sont le fruit du travail des ONG. Le reste est fait par des États. Mais vous imaginez des opérations de sabotage? Enfin, ça peut se dérouler dans ces prochaines semaines, ces prochains mois? Ça peut être mis sur pied, ça? Non, le droit de la mer doit être respecté. Quand il y a des appels de détresse, le bateau le plus proche doit prêter secours. C'est vraiment ça fait partie des fondamentaux du droit international, ces considérations élémentaires d'humanité. Je ne vois pas des groupes privés aller s'attaquer aux ONG qui font ça. Enfin, ça serait des actes de piraterie en mer. Que dites-vous de l'attitude de certains États européens, Vincent Cochetel? La Hongrie, la Pologne en tête, qui
aurait tendance à conforter certaines parties qui donnent dans l'extrémisme par rapport à la question des migrants. Ce sont des États membres de l'Union européenne, il faut le rappeler, qui non seulement refusent toujours d'accueillir des migrants sur leur territoire, mais qui recrutent, comme c'est le cas de la Hongrie par exemple, des unités de chasseurs frontaliers. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Oui, non, c'est assez déplorable de ce qui se passe dans un certain nombre de pays d'Europe centrale. Il faut rappeler à nos amis d'Europe centrale que la solidarité est une valeur européenne, c'est un des piliers de toute politique. Et quand on parle de politique agricole commune, la solidarité, ça pose pas de problème. Quand on parle de s'occuper des réfugiés et partager le fardeau au niveau des États, ça pose problème. Ces pays-là ont été des pays producteurs de réfugiés pendant la guerre froide. Il ne faut pas qu'ils oublient que les autres pays européens étaient là pour agir solidairement vis-à-vis de leurs citoyens qui fuyaient ces régimes. Maintenant, il est évident que par rapport aux gens qui arrivent en Italie, sur les 60 000 qui sont arrivés depuis le début de l'année, 30% sont des réfugiés. Donc 70% n'ont pas vocation à rester en Europe. Et il n'y a pas d'autre solution, il faut des programmes de retour qui marchent, et pour l'instant qui ne marchent pas. Parce que si on arrive à traiter ce problème des déboutés, des demandeurs d'asile, la question de l'asile en Europe ne sera pas aussi politisée et problématique qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ça veut dire que vous réintroduisez là le distinguo que beaucoup font entre réfugiés économiques et réfugiés de guerre? Ah oui, non, bon, d'abord, il y a le droit qui s'applique. Pour nous, il n'y a pas de réfugiés économiques. Il y a des migrants qui peuvent quitter pour des raisons économiques leur pays ou d'autres raisons. Et puis, il y a les gens qui sont persécutés ou qui fuient des conflits. Et certains ont droit à la protection de la Convention de Genève, d'autres n'y ont pas droit. Oui, donc le distinguo existe. Le distinguo existe dans la loi. Les États ont des obligations précises en la matière. Mais il faut que votre voisin, que mon voisin, soit capable de faire la différence entre un étranger qui a le droit à la protection et un étranger qui n'a pas le droit à la protection. Alors, ce qu'on voit dans des pays comme l'Italie, mais le problème n'est pas qu'en Italie, c'est qu'il n'y a pas de conséquences des décisions négatives d'asile pour un certain nombre de personnes qui restent sur le territoire dans des situations un peu de non-droit. Il faut que les États traitent de cette question-là et mettent en programme des programmes de retour et de réintégration pour des gens qui ont été déboutés des procédures d'asile. Mais vous nous rappelez les chiffres que vous avez donnés pour l'Italie il y a un instant, Vincent Cochetel, il y a quand même une forte majorité qui n'a pas droit à cette protection et pour lesquelles on doit prévoir des mesures de retour. Absolument, 70% des arrivées en Italie. Oui. Je reviens à ces États d'ex-Europe de l'Est. Parfois, on parle de sanctions à leur égard, de menaces de sanctions à l'égard de ces États de l'UE. Est-ce que c'est une politique qui marcherait? C'est vraiment pas à nous de nous prononcer là-dessus, c'est aux États européens de prendre leurs responsabilités. On espère qu'on ne doit pas arriver à des régimes de sanctions qui sont toujours difficiles à mettre en œuvre, mais il faut convaincre les populations, les gouvernements, d'abord que les quotas de répartition dont on parle ne sont pas énormes. C'est des pays qui ont une certaine capacité d'absorption, et là encore, la solidarité aujourd'hui par rapport à l'Italie et par rapport à la Grèce, c'est une solidarité qui pourrait payer demain s'il y avait des arrivées massives de l'Europe de l'Est. On a beaucoup parlé de la faillite des États, aussi qui ne mettent pas la main sur ces passeurs et les gens qui font du business avec ces migrants. Les institutions internationales dont vous faites partie, est-ce qu'elles sont toujours en phase avec cette réalité-là ? Je crois qu'on est en phase sur le discours, on n'est pas aveugle. Quand je vous parle des trafiquants, c'est pas le domaine d'expertise du HCR, mais on peut pas rester aveugle à ces réalités. J'ai eu l'occasion d'aller récemment au Niger, en Libye. On voit ce marché, on voit l'exploitation humaine, on voit les gens qui se font des fortunes sur le dos de personnes en situation de difficulté. Donc on ne peut pas ignorer cette dimension-là des mouvements migratoires, mais il faut s'y attaquer, il faut vraiment s'y attaquer beaucoup plus sérieusement qu'on ne le fait maintenant. Beaucoup plus sérieusement, donc le mécanisme a quelques failles actuellement, y compris le mécanisme onusien. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée qui consisterait à fusionner le HCR et l'OIM, l'Organisation internationale des migrations, pour ne faire qu'une organisation qui s'occuperait des déplacements de population? Est-ce que cette fusion serait vertueuse? Bon,
vraiment pas nous n'avons pas de position institutionnelle sur la question. Une grande partie des mouvements aujourd'hui de personnes sont des mouvements migratoires mixtes, c'est-à-dire qu'on a des migrants économiques mélangés avec des gens fuyant des guerres ou des situations de persécution. C'est pas toujours facile d'identifier qui est qui, mais enfin bon, on peut mettre en place des procédures pour ça. Il y a des bonnes pratiques qui existent, il s'agit de les reproduire un petit peu partout sur ces routes qui mènent vers la Libye en particulier. Mais vous n'êtes pas opposé à une fusion, je veux dire, telle que présentée? Personnellement, non, mais bon, ça fait partie d'un certain nombre de pistes de réflexion que le secrétaire général des Nations Unies est en train d'examiner. Ce qu'il faut quand même être très prudent, c'est qu'il ne faut quand même pas mettre tous les gens dans la même catégorie. Les migrants ont des droits, comme tout être humain. Il n'y a pas de problème avec ça. Les réfugiés ont un certain nombre de droits spécifiques qui vient du fait qu'ils ont perdu la protection nationale de leur État. Et ce discours qui tend à mélanger les deux catégories est, à mon avis, très dangereux pour les réfugiés qui ont besoin de protection spécifique. Vincent Cochetel, dans la presse, il est aussi question de migration, notamment avec une longue interview accordée par le président Macron à 8 journalistes européens, dont celui du Temps. Il y aborde plusieurs thématiques, dont justement, Laurence Bolomé, la migration. Oui, à ce propos, il déclare « Il faut absolument éviter la création de nouveaux abcès de fixation que sont les camps de migrants ». C'est ce qu'il déclare en appelant à une collaboration au niveau de l'Europe, y compris avec le Royaume-Uni post-Brexit. Pour lui, cette collaboration est indispensable. Et puis pour ce qui est des réfugiés et des demandeurs d'asile, Emmanuel Macron entend dans son pays raccourcir drastiquement les procédures. Il parle aussi de la Syrie. Il déclare avoir clairement défini 2 lignes rouges, l'usage d'armes chimiques et le blocage à l'accès humanitaire. Si ces lignes sont dépassées, alors la France interviendra en Syrie. Ce qui lui fait d'ailleurs dire qu'il y a des convergences d'opinion entre la Russie et la France, car Vladimir Poutine lui aussi veut combattre le terrorisme. Il a lui-même, déclare Macron au sujet du président russe, des rébellions et des identités religieuses violentes à ses frontières. Vladimir Poutine veut restaurer la Grande Russie parce que c'est selon lui la condition de survie du pays. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce qui vient d'être dit. D'abord, les lignes rouges que veut décréter M. Macron. Oui, la France pourra intervenir même seule si elle est franchie par rapport aux armes chimiques, etc. Et puis cette convergence de vues éventuelle entre Moscou et Paris. Vous la voyez, vous, Vincent Cochetel ? Non, là, je ne veux pas me prononcer là-dessus. Il y a des besoins humanitaires importants en Syrie. On a encore des problèmes d'accès à certaines zones. Mais mettre une ligne rouge et la faire respecter, est-ce que ça va dans le sens de la protection et de ces besoins humanitaires ? Non, c'est très bien de vouloir faire respecter cette ligne rouge et d'avoir une dépolitisation de l'accès aux personnes déplacées et qui ont des besoins d'assistance humanitaire à l'intérieur de la Syrie. La question, c'est comment on fait respecter ça. On a entendu beaucoup parler de zones sûres, l'établissement de zones sûres en Syrie, mais enfin, comment on garantit ça ? Enfin, on sait ce qui s'est passé avec les enclaves pendant la guerre en Bosnie. Comment on garantit la sécurité de ces enclaves ? La migration et le vieillissement de la population, Esther Coco, sont des problématiques qui se rejoignent. C'est très intéressant et c'est à lire dans la Luzerner Zeitung. Cette opinion du directeur d'Avenir Suisse, Peter Grünenfelder, commence par rappeler les faits. En 2015, l'ONU recensait 244 millions de personnes qui avaient migré dans le monde. La majorité des migrants restent sur leur continent. Les Africains en Afrique, les Asiatiques en Asie. Seuls les Sud-Américains migrent en majorité vers d'autres régions du monde. En parallèle, relève cette opinion, l'Europe connaît un recul de sa démographie. L'Europe va voir sa population diminuer de 740 millions de personnes aujourd'hui à 710 millions à cause de la baisse de la natalité. En parallèle, le nombre de rentiers augmente. En Suisse, on attend en 2030 670 000 retraités supplémentaires, une augmentation de 45%. En 1960, on comptait 6 actifs pour un retraité. En 2060, on ne comptera que 2 personnes en emploi pour un retraité. Or, les migrants sont en moyenne plus jeunes que la population établie. Ils représentent aujourd'hui 26% de la population active en Suisse. Ces chiffres prouvent qu'il faut mettre en place une stratégie qui relie les 2 thématiques. Migration et vieillissement de la population peuvent s'apporter mutuellement des réponses. Vous faites le même constat, Vincent Cochetel ?
Oui, tout à fait. Enfin, quand on regarde la situation mondiale, bon, la majorité des réfugiés sont pas dans les pays industrialisés, sont dans les pays en voie de développement. Et quand il s'agit de la migration pour des raisons économiques, là encore, la majorité des migrants sont des migrants sud-sud. C'est pas des migrants qui vont du sud vers le nord, comme on aimerait le penser, ou comme on pense que c'est le cas. Donc il faut garder ces dimensions en tête. On a effectivement une population vieillissante dans la plupart des pays européens, ce qui va poser des problèmes, pas simplement au niveau des régimes de retraite, mais tous nos équilibres socio-démographiques dans les villes, dans les campagnes, vont être mis en cause par ce vieillissement de la population et des services qui doivent se développer autour de ça. Donc nous aurons besoin d'une migration, mais une migration qui doit être régulée, qui doit être maîtrisée. Et c'est pour ça qu'un certain nombre de débats dans l'Union européenne et au-delà sont nécessaires maintenant pour préparer ce que nos sociétés auront besoin dans 20 ans. On revient sur Emmanuel Macron et présenté dans la presse étrangère, enfin non française, comme le sauveur de l'Europe, celui qui va pouvoir lui redonner son leadership, notamment sur cette question de la migration. Vous le voyez ainsi ? Nous espérons que les autorités françaises et que le nouveau gouvernement va donner l'exemple, tant en termes d'engagement au-delà des frontières de l'Europe, mais aussi sur le territoire français. Quand il parle de ces situations de camps qui se reproduisent un peu d'une manière organique sur le sol français, on a à l'esprit ce qui s'est passé en Calaisie, ce qui se passe en Calaisie. Il y a plusieurs points de frontière autour de l'Hexagone. Bon, la France a besoin d'au minimum de 20 000 places supplémentaires d'hébergement. Elle a besoin d'une procédure plus rapide. Elle a besoin de retours plus rapides. Il faut espérer que sur le plan national, en France, les autorités trouvent un petit peu ces réponses rapidement, de façon à mieux maîtriser cette dimension de l'asile. Très bien. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Vincent Cochetel. Très bien, je vous souhaite une bonne journée.